Attention, si vous avez moins de 16 ans, ou si vous êtes un adulte qui n'aime pas la vulgarité, la grossièreté et le gras, ne regardez pas cette vidéo. Allez plutôt dans la description où un lien vous enverra vers une version tout public. Si vous choisissez de rester sur cette version, faudra pas pleurer dans les commentaires parce que c'est grossier. Merci de votre compréhension. Philippe, je sais où tu te caches! Ta gueule! Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Philippe, je sais où tu te caches! Et on te tue! Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail. Parfait! Salut les petits pélés! Ah carrément, on commence direct comme ça. Bon... Salut mes petits farfadets. Aujourd'hui on parle de ce bon vieux speedé avec au programme le bouffon vert, Morbus, du Strange, de l'album de l'araignée, de l'inattendu, des cuisses et du You Touch My Tralala. Autant de souvenirs enfouis au plus profond de nous, comme autant de suppositoires mémoriels qui devraient vous apporter des sensations... bien. Laissez-vous guider sans vous prendre la tête, je m'occupe de tout. Et comme je le dis souvent à ma femme, accroche-toi aux manches, ça va glisser tout seul. Bon allez, ça suffit! Bande de petits pélés! Putain de saloperie de corps de merde! Allez mes loulous, on n'est pas là pour bouffer sans gluten. Allons dans le fond des choses. Une personne non inscrite à la Chambre des métiers a cru bon de m'offrir cette intégrale 1971 de Spider-Man chez Panini. Un volume velu rassemblant les épisodes d'Amazing Spider-Man 92 à 103 réalisés par Stan Lee, John Romita Sr., Jill Kane et Roy Thomas. L'album est intéressant pour les anciens lecteurs lugiens car il diffuse des épisodes que vous n'avez pas pu forcément lire à l'époque. Je pense en particulier aux épisodes de Morbius le vampire qui avait été publié dans le second album de l'araignée appelé La Nuit du Lézard dont la couverture péchue a de quoi nous défriser le brushing. Ben ouais, le beau bousin date du premier trimestre 1978 et pour beaucoup, c'est comme faire de l'archéologie quand tu cherches aujourd'hui à savoir ce qu'était le communisme. Ah ça va, gobez pas dans la combine, je pavoise, je fais dans le ludique. Telle une orchidée qui s'ouvre à la saison des pluies, ou plus prosaïquement les jambes de ma sœur devant le premier qui lui promet la lune, l'album s'ouvre sur l'Amazing Spider-Man 92 de janvier 1971 avec une aventure aussi fun qu'une poire à lavement, opposant le tisseur à Iceberg. C'est bien dessiné par Jill Kane et c'est dommage que Lug ait une fois de plus effacé certaines larmes de Gwen Stacy dans le Strange 89 de mai 1977. Parce que dans cet épisode, qu'est-ce qu'elle pleure la blondasse ? À croire qu'elle est en train de chialer sur une nouvelle mise à jour de Snapchat. Puis nous poursuivons avec l'Amazing Spider-Man 93, datant de février 1971, vu dans le Strange 90 de juin 1977. C'est dingue quand même ce décalage de 6 ans et demi dans la publication. Quelque part, on est à la limite du drôle. Speedy est opposé au rôdeur, personnage qui n'a jamais eu beaucoup de succès auprès des lecteurs. J'attire votre attention sur le fait que le rôdeur a parfois été appelé le maraudeur dans certaines traductions. Je vais vous laisser quelques secondes pour digérer cette information. Le personnage est apparu dans l'Amazing Spider-Man 78 en novembre 1969. C'est John Romita Jr. John qui l'a créé alors qu'il n'avait que 13 ans à cette époque. Il a envoyé cette idée du rôdeur à Stan Lee qui a aimé le nom, mais qui trouvait le costume aussi swag que ce que tu peux trouver chez Babou. Ne dit-on pas mal fagoté comme si tu sortais de chez Babou? Non. Pour en revenir à cet épisode 93, il faut savoir que Lug, dans le Strange 90, a effacé toutes les traces d'impact et d'onomatopée. Mais voyez plutôt, oui, on est dans le minimalisme glauque, y a pas à dire. L'épisode 94 datant de mars 1971 nous permet d'assister à une rencontre entre Speedy et le Scarabée, habituellement opposés à Daredevil ou à la Torche. Cet épisode a été vu dans le Strange 91 de juillet 1977 avec l'une des couvertures les plus ratées de la collection. Regardez comme le Scarabée est raté. Pour ne pas dire fini à la... Pour les méga geeks de Lug, c'est dans cet épisode que l'on trouve la fameuse page où Speedy est entouré de ses célèbres ennemis, vous savez, cette fameuse image qui a servi de page de garde aux albums de l'araignée. Je rappelle aussi que ce n'est pas la première bataille entre Speedy et le Scarabée, car ils s'étaient déjà rencontrés dans l'épisode 21 de l'Amazing Spider-Man en février 1965, épisode publié chez Lug dans le Cirque Infernal en 1979, dans l'album numéro 5 de l'araignée. C'était vraiment très intéressant. Non. Les raisons d'apprécier ce volume de Panini, qui je le rappelle est dépourvu de PTFE, est de retrouver dans les épisodes 96 à 98 le bouffon vert, l'éternel ennemi du tisseur. Le bouffon connaissait à l'époque l'identité de Speedy, et ces 3 épisodes ont été publiés dans le Strange 93 à 94, et en particulier Lug a mis les épisodes 97 et 98 dans le Strange 94, soit 2 épisodes pour les plus cons d'entre vous, ceux qui n'auraient pas compris. Et alors ces 3 épisodes 96 à 98 ont une spécificité.
Regardez les couvertures. Elles sont les seules à ne pas posséder le cachet du fameux Comics Code Authority, redoutable institution qui fit autant de mal à l'esprit créatif des auteurs de cette époque que la salopette a fait du mal à la mode dans les années 90. Ce poinçon est créé dans les années 50 par les éditeurs de comics pour se protéger contre la censure qui avait frappé directement EC Comics, qui publiait des récits d'horreur et pas véritablement d'histoire avec des licornes LGBT. Le livre de Vertam, un pseudo-psychologue bobo végano bouffeur de quinoa, Bon, bah lui, il va me prendre la tête. le livre donc appelé Seduction of Innocent mettait en garde les parents contre les BD considérés comme un moyen de propagande pour la violence et la pornographie. Et là, je partage votre scepticisme. C'est le genre de mec à croire que le petit poussait car il était constipé. Et comme le gouvernement menaçait de couper les vivres aux éditeurs, ces derniers, en bons suceurs de rectum, ont dû changer le registre et faire dans le plus romanesque. Mais ce moyen d'expression subversif n'en restait pas moins sur la sellette, comme on le dit dans les milieux gauchistes. Trotscar. Et c'est comme ça qu'on a formé un comité chargé d'examiner les comics et de leur apposer ou non un sceau en couverture qui garantissait le caractère inoffensif de la publication pour les jeunes lecteurs. Bref, le truc tout aussi inutile que le tome 2 du journal d'Anne Frank. Mais enfin, ça va pas! Mais en 1971, le département d'État américain de la santé, de l'éducation et de la sécurité sociale écrit une lettre à Stan Lee pour lui demander d'utiliser ses comics afin d'alerter les jeunes lecteurs sur la propagation de drogues dangereuses et addictives, tout comme sur la propagation nocive de l'écriture inclusive. Stan Lee est d'accord, mais le problème réside dans le système d'autocensure du Comics Code Authority qui interdit toute mention de drogue, quel qu'en soit le but. L'affaire s'annonçait aussi galère qu'un toucher rectal. Mais Stan Lee, qui n'est pas le genre à tapiner de façon subrogative, et Martin Goodman décident de publier leur histoire de l'araignée dénonçant la drogue, qui débute dans l'Amazing Spider-Man 96 et dure 3 épisodes en se passant de l'approbation du Comics Code Authority. Et ça, quand on y pense, c'est énorme comme un Arrêtez! Ben quoi arrêter? Vous pensiez que j'allais continuer à me trimballer du mou pour chat sous prétexte que la critique est acerbe? Et je suis pas le genre à faire couler mon rimel devant la première remarque, hein. Je n'ai pas pour habitude d'apporter mon concours à des fêtes de charité, hein, c'est mal me connaître. Et je suis pas là pour jouer les gains petits devant ceux qui veulent me donner des cours de catéchisme, hein. Je laisse ça aux plus la sueur, hein, qui rentrent devant les critiquons. Du pour la vocation. Et puis c'est une question d'éthique, hein. Ça m'indispose. Dans cette histoire écrite par Stan Lee, Norman Osborn, dont les chromosomes n'avaient pas fini de se toucher, redevient une fois encore le bouffon vert et combat Speedy. Pendant ce temps, son fils Harry, qui est le meilleur ami de PT et son colocataire, consomme une grosse quantité de drogue et doit être hospitalisé. Si vous n'êtes pas au courant, c'est un épisode qui fit des étincelles comme Claude François. Bah oui, car le récit est passé crème au final. Cette histoire anti-drogue recevra des critiques élogieuses et le code sera un petit peu plus tard révisé. Les restrictions sur les drogues et sur les vampires, les ghouls, les loups-garous seront partiellement levées. Grâce à l'initiative de Stan Lee, les comics américains auront un peu plus de liberté de création, et c'est super! Cet épisode reste donc une référence. Ça, c'est ton opinion personnelle. Il montre que les comics peuvent et doivent informer les jeunes et également permettre de combattre la censure. Car sur ce coup-là, le Comic Code Authority s'est fait terraformer l'usine à Suchard, et c'est tant mieux. Bon, inutile de dire que la censure de Lug n'était pas du même avis, puisqu'elle a effacé bien des éléments gênants, comme dans l'épisode 97 publié dans le Strange 94, où elle efface les cachets à l'arrière-plan d'Harry. Je passe sur l'insignifiant épisode 99 d'août 1971, où il ne se passe rien, publié dans le Strange 95 en novembre 1977. On notera quand même le final où Gwen cesse de pleurnicher pour une fois pour mettre le grappin sur Peter. Franchement, le message est clair. Gwen veut carrément se faire butiner le pistil quand elle dit qu'il lui tarde de la voir à elle toute seule. Le rideau tombe sur cette morne histoire, mais comme on le dit dans le jargon des vendeurs de tissus, si le rideau est là, la tringle n'est pas loin. Et puis l'album Panini nous présente l'épisode 100, un 100e épisode, et toujours un passage capital, et ben là, en fait, non. Non. L'épisode n'a rien de spécial. John Romita Sr. John! n'y participe pas. On assiste à une histoire banale, comme les vidéos de Tatiana Ventose, où Speedy affronte ses ennemis les plus emblématiques en rêve. C'est surtout la fin qui surprend quand Peter, qu'on connaît par cœur, se retrouve soudainement avec 4 bras supplémentaires, donc 4 fois plus de chocolat. Ouais, je sais ce que vous pensez. Et à partir du numéro 101 d'octobre 1971, Roy Thomas écrit une super aventure qui introduit Morbius le vampire et ramène le lézard sur le devant de la scène. Inutile de dire que pour les épisodes 100, 101 et 102, c'était difficile de les publier dans Strange. Et Lug les a donc publiés dans le deuxième album de l'araignée appelé La Nuit du Lézard durant le premier trimestre 1978. Et donc, un titre qui, soit dit en passant, ne correspond pas du tout à la couverture de l'album. Rarement tel canular ne nous aura fait rire, vous en conviendrez. Tu m'étonnes. Le problème avec Morbius, c'est que
c'est un vampire qui risque de friser les ovaires de la censure. Pour contourner l'interdiction des vampires surnaturels, Roy Thomas et Jill Kane créent un vampire de science-fiction à l'obédience alimentaire peu portée sur l'absence de gluten. Cherchant à se guérir d'une maladie du sang, le biochimiste Michael se transforme en Morbius, le vampire vivant. Et là, c'est pas du surnaturel, donc ça échappe à tous ces narvalos de la censure. Joli. Et je pense que certains de ces messieurs ont eu du mal à cicatriser après ça. C'est en tout cas l'avis de Jean-Claude Brialy qui adorait, rappelons-le, élargir le cercle de ses amis. Au final, Spider-Man va affronter Morbius et le lézard, et il finira par se débarrasser de ses membres en trop. Petite remarque, l'épisode 102 compte 35 pages au lieu de 18, alors qu'on avait gardé ces 18 pages pour l'épisode anniversaire. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh ben j'en sais rien, alors faites pas chier. Enfin, l'intégrale Panini 71 nous propose l'Amazing Spider-Man 103, qui s'avère être un hommage à King Kong. Dans cet épisode, Roy Thomas et Jill Kane nous la rejouent façon Kong, mais avec Gog. Vous en pensez quoi, monsieur Wells? C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Pour une opération publicitaire, Jonah Jameson, éditeur du Daily Bugle, organise une expédition aux terres sauvages. Peter Parker fait partie du voyage pour photographier Gwen Stacy, sa petite amie, qui pose pour lui. J'aime bien la tronche de pervers qu'affichent Jonah et Peter en voyant Gwen en bikini. Et calmez-vous les gars, hein. Vous êtes en reportage, je suis pas là pour vous faire souffler dans le poiron. Hein. Pourtant il aime ça. Faut dire que la louloute n'a pas un pet de graisse en trop, contrairement à ma collègue, la grosse Jocelyne, à qui je dis souvent « Mon Dieu Jocelyne, la terre est ronde et toi aussi !» Mais là, je m'égare de Lyon. L'expédition finit par rencontrer Gog, une créature extraterrestre monstrueuse, qui va capturer Gwen. Ah! Et Spider-Man est obligé d'entrer en scène pour sauver Gwen. Cet épisode a été publié dans le Strange 95. N'en déplaise aux grincheux et autres bonjour tristesse qui hésitent et débitent, dont le seul modus operandi consiste à chialer sur les réseaux sociaux. L'air de savoir de quoi tu parles. Cet album est vraiment sympa avec ses productions de 1971 où les dessins de Jill Kane donnent un joli cachet aux aventures de Spidey. Si vous n'avez pas eu la chance de posséder l'album de La Nuit du Lézard ou d'avoir lu l'étrange susdite Cité, rabattez-vous sur cette intégrale qui devrait vous apporter joie et félicité et vous faire effectuer des sauts de cabri lyophilisés. Eh bien voilà, mais c'est très bien. On enchaîne avec l'inattendu numéro 2, datant du deuxième trimestre 1975, publié par Haridi. C'est du format pocket, et pire que tout, c'est du noir et blanc, et vous savez combien je n'accroche pas à ce genre de choses. En fait, j'ai jamais aimé le noir et blanc. Excepté une fois au chalet. Oui, c'est vrai, excepté une fois au chalet. Non mais sérieux, regardez, Haridi n'a même pas été capable de reproduire les bordures. C'est aussi laid que la baveuse de Tatiana Ventose. C'est pour dire. Et ne parlons pas du remontage des cases. C'est très mal fait, et en plus Haridi trouve le moyen de te loger de la pub ici. C'était la mode à l'époque. Ah bah oui, parlons-en de la pub. Aujourd'hui, on se plaint des vignettes putaclic sur YouTube. Eh bien, regardez ce que faisait Haridi à l'époque. Ici, nous avons une pub pour Suzuki, dont le slogan est limite borderline. On nous parle des péripéties de ce diable de petit japonais. Puis alors, bonjour le putaclic avec la nana en petite tenue et le monsieur à l'arrière qu'on devine aisément à poil. Tu as déjà vu un monsieur tout nu ? Mais heureusement que la couverture de l'album nous indique que c'est pour adultes. Mais Haridi va encore plus loin avec le putaclic en nous montrant un nichon dans la pub pour OSS 117. Bah passons, moi ça me dérange pas, mais je pense que quelques puritains vont avoir une attaque, alors on avance. Faisons fi de tout cela et replongeons-nous dans cet album, comme une jeune enfant sud-américaine s'enfonçant dans la glèbe hostile de la pampa argentine. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. On commence avec un sommaire dégueulasse, taper la machine, qui au lieu de nous présenter les différents super-héros, se contente de donner les titres des récits, ce qui est cliniquement con, pas de quoi attirer le chaland. Par le titre du sanguinaire Venimos, on peut bien sûr imaginer qu'il s'agit d'une aventure de Pantherman, hein, c'est normal, hein. Oui, Pantherman alias la Panthère Noire. Le récit est tiré du Jungle Action numéro 7 de novembre 1973, c'est écrit par Don McGregor et dessiné par Rick Buckler, et ancré pour autant qu'on puisse voir de l'ancrage sur cet album par Klaus Janson. Dans l'épisode précédent, la Panthère Noire avait connu bien les souffrances physique, et dans cet épisode-là, on ne peut que constater la dégradation mentale du personnage, sorte de descente aux enfers qui nous donne l'impression d'atterrir dans un monde parallèle dont la noirceur tangible et presque réelle a de quoi déconcerter les fans de super-héros. Le mec est en mode vénère et il n'a pas l'intention de se faire mazouter le pingouin. On quitte l'ère de l'innocence avec ce récit sombre de Don McGregor. Puis à la page 25, on retrouve ce bon vieux fataliste, toujours aussi engoncé dans son rôle de facétieux pisse-froid, dans un récit intitulé Les Envahisseurs. Ah non, c'est pas du tout ça, ça a même rien à voir. Tiré de l'Astonishing Tales 4 de février 1971, ce récit est écrit par Larry Lieber, le frangin du grand Stan, et c'est dessiné par le talentueux Wally Wood.
Alors je ne résiste pas à l'envie de vous montrer le comic original que je possède, et qui rend l'action du récit tellement plus pétillante avec ses couleurs, parce que franchement, voir Crâne Rouge avec un visage tout blanc, ça ressemble à rien du tout. C'est dégueulasse. Tu m'étonnes. Car oui, dans cette histoire, Crâne Rouge profite de l'absence de Fatalis pour s'emparer de son royaume. Un Fatalis qui est parti en vacances, et c'est pas une connerie, sur la côte d'Azur en attendant que son château soit fini d'être réparé. Mais rapidement, les riches de la Riviera l'ennuient. J'ai jamais pu encadrer les congés payés qui clapotent dans les vagues du Languedoc, mais alors je crois que les gros bourges qui se font reluire le cul au casino devant leur Géraldine portant beau le fibrome, ça me fout le pétrus tout boutonneux. Rapidement, le gros pisse-froid se rend compte que Crâne Rouge lui a fait un mauvais tour. On finit d'ailleurs avec cette magnifique page qui aurait probablement fait fureur en 1940. Tu te rends pas compte que c'est du fascisme? Ah merde, je peux pas encadrer les nazis. Puis Haridi nous gratifie d'un second épisode du Dr Fatalis, tiré de l'Astonishing Tales numéro 5 d'avril 1971, écrit par Larry Lieber et dessiné par l'ami des viewers de cette chaîne, le grand George Tuska, mais aussi Mike Esposito. On l'a encore, en noir et blanc, ça ne donne rien. Elles sont où les couleurs cramoisies du Crâne Rouge? Hein? Elles sont où? Ils sont où les petites nymphins? Pas de vert de gris pour Fatalis, et ça devient franchement ridicule dans certaines cases. Inutile de vous dire que je préfère la version en couleur originale, que je possède aussi, et que je vous montre là de mes doigts terriblement excitants auprès de mes jeunes collègues de 25 ans. En joie! Alors vous allez me dire, tu critiques, mais pourquoi tu as acheté cet inattendu, si t'aimes pas le noir et blanc? Eh bien je vous le dis, en vérité, je l'ai acheté simplement pour les épisodes de la Veuve Noire. Oh, you touch my tra-la-la. Ce récit est tiré de l'Amazing Adventure numéro 2 de septembre 1970 et il est écrit par Gary Friedrich et dessiné par John Buscema. John! Et là, je fais une pause car je suis tout ému. Mais nous voilà déjà arrivés à Luke Cage, dont l'aventure est tirée du Hero for Hire numéro 3 d'octobre 1972. Archie Goodwin est au scénario, il est accompagné au pinceau de George Tuska. Ça bouge bien, ça cogne avec un Luke Cage fidèle à son credo, droite dans ta face, gauche dans ta gueule. C'est plaisant. Après, je ne comprends pas trop la politique éditoriale de l'inattendu qui laisse tomber les super-héros pour nous présenter des histoires fantastiques. Je ne suis pas contre, mais c'est bizarre de les trouver au milieu de ces super-héros. Je me demande si Haridi ne s'en battait pas un petit peu les steaks. En effet, nous avons une histoire appelée L'Homme de Sable, tirée du Journey into Mystery numéro 70 de juillet 1961, dont on ne connaît pas le scénariste au passage, mais les dessins sont de Jack Kirby, assisté de Dick Ayers, les décors de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. Puis, on enchaîne sur la menace du monstre vert, tiré du Tale of Suspense numéro 19. Et puis hop, on revient à de la super-héroïne avec Shaina la sauvageonne dévêtue, avec un épisode appelé Trafic dans le Sahara, tiré du Shanna the She-Devil numéro 2 de février 1973, épisode que bien des adolescents boutonneux des années 80 ont pu lire dans le Strange Special Origin 154 bis d'octobre 1982. Le tout est écrit par Carol Selling et c'est dessiné par Ross Andrew et sagouiné par Vince Coletta. Sagouiné où il n'y a pas d'autre mot quand on regarde certaines cases, comme celle-ci par exemple où le pauvre léopard à l'arrière-plan a des patounes d'infirme, voire un arrière-train, justement en train de fondre comme un flambi au soleil. Regardez son corps, c'est aussi informe que Gérard Larcher. En revanche, on ne pourra que s'extasier devant les formes généreuses de la belle Shaina. Swing, swing, chapiteau, dont les formes poitrinesques montrent bien que Ross Andrew savait mettre les rondeurs quand il le fallait et sans écriture inclusive s'il vous plaît. Quand tu vois les mamelons dodus de Shaina dont on devine la moiteur attendrie, il te paraît évident dès lors que ce n'est pas la Terre qui est plate, mais bel et bien les darons des platistes. Mais je m'égare d'Austerlitz. Mais on papote et le temps passe. Il est presque temps de rendre l'antenne à Cognac G, aussi je termine mon odieuse analyse de cet inattendu avec une conclusion assez rapide. Je suis déçu par le contenu en un seul mot de ce pocket. Ça, c'est ton opinion personnelle. Oui, c'est mon opinion, mais j'avoue que je n'ai pas été très emballé par ce format. Si je veux bien fermer les yeux sur le noir et blanc, le montage des cases entrecoupées de pubs m'a quelque peu refroidi. Et puis zut, à la fin, je deviens vieux. Faut pas me donner des formats aussi petits, hein, j'ai du mal à voir depuis quelques temps. Voilà, laissez vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, car je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez le noir et blanc. Et moi, ça ne me dérange pas, hein, moi je suis tolérant, hein, contrairement à certains. Je ne déteste pas la collection, car elle me permet de découvrir des aventures de mes héros préférés, que je n'aurais jamais pu voir ailleurs. Mais bon, ce format ne m'a jamais apporté joie et palpitation. Excepté une fois au chalet. Oui, excepté une fois au chalet. Allez mes petits farfadets, c'est l'heure du jeu du personnage mystère. Pourriez-vous me donner le nom du personnage suivant? Top, c'est parti. Je suis né en Terre Sauvage, j'ai brièvement aidé Zaladane avant de devenir une fémizone de Superia. J'ai attaqué les X-Men au Chili, et depuis, on m'a rarement revu. Je suis...
J'attends vos réponses dans les commentaires, et croyez-moi, c'est pas facile aujourd'hui. On termine avec le sondage de la semaine. La dernière fois, je vous avais demandé si vous préfériez rentrer dans le Faucon Millenium ou dans Daisy Ridley. Étonnamment, vous n'êtes que 82% à vouloir visiter Daisy, et seulement 18% à vouloir entrer dans le Faucon. Je pensais que vous seriez plus mécanophile. Aujourd'hui, le sondage risque d'être beaucoup plus serré, puisqu'il s'agit de savoir qui est selon vous le plus poilu des deux, Chewbacca ou Emmanuel Chin. N'hésitez pas à donner vos réponses dans les commentaires. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Non! Bon, alors déjà, toi, tu te calmes, et si l'émission est terminée, je vous remercie pour votre soutien et votre fidélité, laissez un pouce bleu, et vous réduirez l'illettrisme chez les footballeurs professionnels. N'achetez pas chinois, et n'oubliez pas que la fermière qui vit au champ a souvent la poule qui mue. Ciao les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Non, Abdel Ramzati. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Si vous croyez pouvoir intéresser les jeunes avec des programmes aussi cons, vous êtes bêtes. La culture allemande. Mais c'est lamentable. Tu as déjà vu un monsieur tout nu?